Bonjour, je m'appelle Brice Letouze. Ingénieur français de 26 ans, j'ai lancé What a Job avec des collègues. Nous connectons les talents français avec les entreprises dynamiques de l'étranger. Nous sommes partis d'un constat simple. Il n'est pas toujours évident de s'envoler en dehors de nos frontières quand on est étudiant. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de jeunes Français qui ont trouvé une opportunité à l'international. Ils racontent leurs voyages, leurs difficultés, les bonnes pratiques et des superbes conseils. Si partir à l'étranger t'intéresse, ce podcast est fait pour toi. L'invité du jour s'appelle Alan Duet, actuellement en poste chez Thales DIS à Singapour. Vous allez découvrir une personne qui parle avec son cœur. Alan me fait découvrir le monde durant 1h30, entre croisière avec ses parents dans le sud de l'Europe, visite de Londres, voyage seul aux États-Unis, ou notamment à Washington, un déclic se produit dans sa vie, ou encore un voyage en bus de 29 heures pour aller découvrir la ville de son chanteur préféré. Via un partenariat avec l'école, il réalise un Erasmus de 6 mois en Belgique, puis s'envole faire un VIE à Singapour, une fois diplômé. Président d'une association durant ses années d'ingénieur, il nous raconte son ascension à ce poste ainsi que la prise en responsabilité. Positif, mature et déterminé, découvrez la vie de ce jeune voyageur. Bonjour Alan, comment Bonjour vas-tu? Brice, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Il me semble qu'il est plus tard chez toi que chez moi. Un petit peu plus tard, ouais, 6 heures de plus. 6 heures de plus. Donc il doit être aux alentours de 18h30, 19h chez toi. Exactement, exactement. Bon bah je vais d'abord commencer par te demander de te présenter peut-être. Bien sûr. Donc je m'appelle Alan Duet, ça tu le sais déjà. J'ai 24 ans. J'ai fait donc on va parler un peu de mon parcours scolaire peut-être. Donc j'ai fait le lycée, bac S, spé SVT et puis spé maths parce que oui, je suis un vieux donc à l'époque c'était spé SVT, spé maths, c'était pas toutes les options comme il y a maintenant. Ok. Heu, voilà, donc du coup, j'ai fait, ça donc dans le sud de la France, à Toulon, au lycée, du Mont-d'Urville. Donc je viens de Toulon, même si je suis né à Fréjus, mais j'ai grandi et passé toute ma vie à Toulon. Après le bac, j'ai fait donc j'ai voulu, être ingénieur, donc j'ai fait, une école, d'ingénieur. Je suis allé, d'abord à Polytech, à Nice, à Sophia Antipolis, près de Biot, enfin à Biot. Et donc là, j'ai fait la première année. C'était assez dur, c'était une prépa intégrée, mais c'était assez dur, surtout pour les maths. Donc bon, j'ai échoué à cause des maths, à cause de 0,02 points. Je suis pas passé en deuxième année. Et il n'y avait pas de redoublement qui était proposé par l'école. Donc du coup, bah, voilà, je me suis retrouvé à la rue, à la rue de l'école. J'avais plus d'école fixe, on va dire. Mais donc du coup, quand j'étais au lycée, mes deux choix c'était Polytech et l'ISEN. ISEN qui est une école d'ingénieurs de Toulon et j'avais longuement hésité. Du coup, après Polytech, donc même si c'était un échec, j'ai énormément appris. Ça m'a appris à travailler en fait parce qu'au lycée, je me suis rendu compte que, un peu par la méthode, la manière forte, si je puis dire, mais je me suis rendu compte que j'avais pas du tout de bonnes pratiques pour travailler, pas les bonnes méthodes, tout ça. Donc j'ai vraiment appris à travailler. Donc ça a été vraiment bénéfique de faire cette année à Polytech. Et donc je suis rentré à l'ISEN en CIR, qui n'existe plus maintenant, ça s'appelle SIN si je dis pas de bêtises. Mais c'était cycle informatique et réseau, donc toujours prépa intégrée. Donc c'est-à-dire 3 ans de cycle informatique et réseau de CIR, et ensuite 2 ans de master spécialisé où j'ai choisi la spécialité cybersécurité. D'accord. Donc en cinquième année, déjà en fin de quatrième année avant, j'ai fait un stage chez Thales DIS à la Ciotat en FinOps. Donc FinOps, je vais pas m'attarder vraiment sur ça, mais c'est tout ce qui est gestion, optimisation, management des coûts sur le cloud. Donc proposer des solutions pour que les gens qui travaillent sur le cloud à Thales DIS puissent réduire leurs coûts cloud, mais aussi être informés de combien leur projet sur le cloud coûte. Donc j'ai fait ça en stage, puis j'ai continué en alternance pendant donc le tout ça a duré 1 an et demi environ, jusqu'en septembre 2021. Et j'ai été diplômé en octobre 2021, donc de l'ISEN Toulon. Et je me suis envolé pour Singapour en VIE en novembre 2021, donc un mois après. Donc c'est toujours dans la grande équipe où j'étais à Thales DIS. C'est juste que maintenant je suis plus en FinOps, je suis en SRE et je crée un outil sur le cloud pour interne pour les gens de Thales DIS. Ok, bah, c'est très complet comme présentation.
Donc tu sais qu'aujourd'hui, on est sur un podcast, on va dire de What a Job. Ouais, Donc on aide les jeunes talents français à partir à l'étranger. Et donc aujourd'hui, je t'ai invité sur ce podcast un peu pour parler de ton expérience à l'international, mais pas que. Un peu te découvrir, voir les projets que tu as fait des projets perso, voir un peu ok, ce que tu penses sur le fait de partir à l'étranger. Et donc je vais peut-être revenir peut-être avant le lycée ou ouais. avant l'ISEN ou Polytech. Est-ce que tu as eu des expériences à l'international, on va dire de façon plus familiale? Est-ce que tu es parti en vacances? Ouais. Voilà, le goût un peu de l'aventure vers l'international. Ouais, alors le goût du voyage m'a été donné forcément par mes parents, puisque depuis que je suis tout petit, on part en vacances tous les étés ou même des fois les vacances scolaires durant l'année. J'ai fait énormément l'Espagne et l'Italie, puisque généralement D'accord? l'été on allait soit en Espagne soit en Italie avec mes parents. Et j'ai eu la chance aussi de faire deux croisières dans ma vie, donc avec mes grands-parents. Une première, alors je te dirai pas les âges parce que je sais pas trop quel âge j'avais, mais je dirais peut-être une à 8 ans, une à 12 ans, quelque chose comme ça. La première, donc en tout, dans mes deux croisières, j'ai fait plusieurs pays. Donc j'ai fait Égypte, Grèce, Turquie, Italie aussi. Donc tout ça, ça a été des expériences formidables. Alors les croisières, c'est un peu particulier comme méthode de voyage parce que tu te réveilles dans un pays, tu visites, le lendemain c'est un autre pays, bien souvent ou une autre ville. Donc je trouve que c'est très bien pour avoir un aperçu des choses. Par exemple, j'ai pu voir les pyramides en Égypte, donc ça reste fantastique de voir ça. Même si moi, à mon goût personnel, j'aime bien prendre le temps dans un pays de l'explorer. Je serais bien Ok. resté un peu plus voir les pyramides, mais ça reste formidable parce que en une semaine, 2 semaines de temps, tu peux voir tellement de choses, tellement de pays, tellement de Hmm. cultures. Donc c'est vraiment super bien. Ensuite, donc avec mes parents, comme j'ai dit, on a fait Italie-Espagne. Italie, on a fait un road trip avec mes parents, donc on a fait quasiment tout le tour de l'Italie. Donc ça, c'était formidable. Et ensuite aussi, donc je vais te parler un peu de. Là, c'est un peu plus pendant mes années Isen. Je suis allé à Londres aussi 2 fois. Donc Ok. juste en tourisme pour aucune raison particulière, juste pour visiter. C'était super, j'ai adoré Londres, très vert, des parcs, super bien. On y mange très bien, même si l'Angleterre, moi j'ai trouvé qu'on y mangeait très bien. Je casse les tabous. Du fish and chips, tu as dû manger là-bas? Ouais, j'ai mangé fish and chips, mais pas que, même dans les pubs ou quoi, tu manges très bien. Enfin, moi j'adorais la nourriture. Ok. Et ensuite, durant ma vie, j'ai pas trop fait côté Amérique, Asie. Bon, bah là, maintenant, je suis en Asie, donc on aura l'occasion d'en parler, je pense. Je commence à explorer. Et Amérique, j'ai fait un voyage d'un mois aux États-Unis en 2018, donc toujours pendant ma période Isen. Ok. Donc avant d'arriver peut-être en Amérique du Nord et en Asie, Ouais, ça m'intéresse de savoir un peu sur les deux croisières oui. que tu as faites. Du coup, comment ça se passe sur une croisière? Ça dure combien de temps? Est-ce que tu es que entre Français pendant la croisière? Est-ce que ça permet de l'échange? Par exemple, est-ce qu'on peut conseiller à un étudiant aujourd'hui d'aller faire une croisière pour apprendre l'anglais? Alors, c'est toutes des très bonnes questions. Alors, ça dure combien de temps? Ça dépend de la croisière dont tu prends. Il y a des croisières de 4 jours, je pense. Je crois que ça fait Marseille, Barcelone et Marseille, tu vois. Donc, très courte. Ok, Après, comment ça se passe dans une croisière? Donc, nous, chaque croisière, c'était environ 2 semaines, euh, d'accord. une dizaine de jours. Donc, comment ça se passe au bord d'une croisière? Donc, tu as des jours en mer, si c'est une croisière un peu importante, ou des fois, il faut des jours en mer pour aller au lieu. Pendant les jours en mer, du coup, tu es sur le bateau, tu as plein d'activités, tout ça. Et sinon, quand tu es dans un port, soit tu décides de sortir du bateau pour visiter comme bon te semble, soit tu as pris une excursion et donc du coup tu fais l'excursion que tu as réservée. Généralement, les excursions partent à 8 ou 9 heures du matin et elles rentrent dans l'après-midi, donc ça t'occupe ta journée. Après, pour ce que tu dis des échanges, alors c'est un peu complexe de mon point de vue parce que j'étais Ouais, un enfant. 8 ou 12 ans, ouais, c'est vrai. Donc j'étais avec mes grands-parents, donc je restais avec mes grands-parents. Voilà, c'était Ouais. un voyage en famille. Si un étudiant part seul en croisière, je pense que ça dépend vraiment du type d'étudiant, de la personnalité que tu as. Si tu es quelqu'un ouvert aux autres, qui est même dans ta ville où tu vas au bar et tu parles aux inconnus comme ça, ou dans la rue tu abordes les inconnus, bah, je pense que oui, en croisière tu peux rencontrer des gens. Il n'y a pas que des Français, il y a vraiment plein plein de nationalités.
principalement européennes, mais moi je sais qu'il y avait beaucoup d'anglais, d'allemand, un peu d'espagnol, donc ça fait quand même une bonne mixité, tu vois. Donc Ouais. je pense que c'est pas le meilleur conseil pour apprendre l'anglais d'aller sur une croisière, mais pourquoi pas si on pense un peu différemment, si la personne est vraiment ouverte aux autres et euh, et voilà et va facilement vers les autres, pourquoi pas, Ok. mais je pense que aller dans un pays typiquement Angleterre ou quoi, prendre des cours ou ou une expérience comme ça sera plus bénéfique pour apprendre l'anglais. Ok. Non, parce que le côté croisière m'a interpellé. Je me suis demandé si avec What a Job, on pouvait conseiller à un étudiant de partir en croisière pour que ce soit un stage pertinent et pour que ce soit aussi un stage qui développe son anglais. Donc Je pense voilà, que je me suis posé la question. va falloir négocier avec les écoles pour que marqué croisière ça passe en tant que stage, hein. Moi j'aurais bien aimé, Ouais. mais je pense que ça va être compliqué, ouais. Ouais, pour un stage technique, c'est plus compliqué, mais peut-être pour un stage un peu ouvrier ou découverte. Mais bon. Ok. Bah, alors donc j'ai une question. Donc voilà, tu as raconté un peu tes expériences jusqu'à l'ISEN. Euh, Peut-être si tu peux me parler de Londres brièvement. Donc Ouais, tu es parti, tu m'as dit une semaine en tant que touriste. ça, ça. Juste pour savoir un peu comment ça s'est passé, pourquoi Londres. Est-ce que tu avais envie d'améliorer ton anglais? Tu avais envie de Alors, découvrir la ville? Voilà, est-ce que tu peux en dire un peu plus? ouais, bien sûr. Donc en fait, c'était les deux fois, c'était avec mes parents. C'était Ouais, deux fois, je crois une fois 4 jours, une fois peut-être 5 jours, quelque chose comme ça. Bah en fait, c'était surtout déjà dans un premier temps pour découvrir quelque chose de nouveau. Comme je t'ai dit, on a fait beaucoup l'Espagne, Italie. Donc c'était oh Londres, c'est pas loin, on n'a jamais fait, let's go. Bah franchement, c'était super. Moi, j'ai adoré totalement autre atmosphère de l'Italie-Espagne, les bâtiments, la couleur. Enfin, on dit souvent qu'il fait gris, tout ça, qu'il pleut, ce qui est pas faux. Nous, on a eu de la chance d'avoir à chaque fois un très beau temps, mais les petits moments où il y a des nuages, ça révèle la pierre, tu vois, des bâtiments. Ça rend l'endroit magnifique. Enfin, moi, j'adore. Et puis, tout ce qu'on voit à la télé depuis toujours, Buckingham Palace, tout ça. Si ok, tu suis un peu la royauté, c'est cool d'avoir entendu ça et d'être sur place, Buckingham, Kensington, tout ça. C'est toujours sympa de voir en vrai. C'est comme un peu la Tour Eiffel. Quand tu vas à Paris ou quoi, ou le Colisée à Rome. ok. Et donc du coup, ouais, non, super expérience. C'était cool. Donc non, c'était pas pour apprendre l'anglais, c'était vraiment touriste avec mes parents. On a visité. Et D'accord. ouais, c'était génial. Et peut-être que, est-ce qu'aujourd'hui tu te vois peut-être faire une expérience là-bas ou est-ce que tu conseilles à un étudiant ou même un jeune travailleur qui souhaite s'expatrier de partir à Londres? Ah ouais, alors tout à fait. Après, c'est très subjectif comme question, donc je vais Ouais, répondre comme ça. Mais mon avis personnel, ouais, quand je suis allé à Londres, c'est une des rares villes où je me suis bien vu travailler. Vraiment, ok. j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la vie là-bas. Bon, après, il faut voir, il y a plein de choses quand on part à l'étranger. Je pense qu'on en reparlera, mais il faut voir le salaire parce que Londres c'est quand Hmm. même une ville assez chère. Donc Assez cher. Ouais. bon, faut voir un peu tout ce qu'il y a autour. Mais oui, en termes de d'ambiance et tout, Londres c'est super. Oui, je conseillerais que ce soit pour un stage, pour un premier job, ou juste pour apprendre l'anglais, parce que tu sais, il y a des programmes qui permettent d'apprendre l'anglais où tu as des cours d'anglais des fois que le matin ou toute la journée, mais après le soir et le week-end t'es libre. Londres, ça peut être une super ville pour faire Ok. ça. Ok. Bah, parfait. Partons maintenant en Italie sur le road trip. Ouais, Euh, Est-ce que l'Italie est un beau pays? c'est magnifique. L'Italie, c'est la Dolce Vita, tu vois. C'est non, c'est magique. J'adore la nourriture là-bas. Bon, déjà, j'adore les pâtes, donc ça aide. Mais Ouais. non, la nourriture est sublime. Je pense qu'en Italie, il y a ce truc qu'ils ont, tu vois, où la vie est douce, la vie, en fait, ils se prennent pas la tête. C'est notre ambiance, tu vois. C'est pas stressant. C'est bon, Rome, c'est quand même plus dynamique, mais dans toute l'Italie, c'est voilà, les gens sont chill, tout va bien. Après, ouais, j'adore l'Italie. Je trouve que les bâtiments, c'est somptueux. La vue, on a fait la côte Amalfitaine, donc sur le côté de la côte, côté Corse et Sicile. Ok. C'est magnifique, franchement. Bon, les routes tournent, donc faut pas être malade en voiture. Je l'ai pas été, mais je préviens parce que ça tourne quand même. Mais D'accord.
des couleurs somptueuses, c'est vraiment incroyable. La mer comme ça, j'ai rarement vu une mer aussi belle. Il y a la Grèce aussi où c'est magnifique, Mm. mais Italie, la côte, c'était vraiment fantastique. Ok, et donc vous êtes parti du nord de l'Italie pour descendre vers le sud. Ouais, on a fait un Ça a duré peu, combien de temps? je dirais 2 semaines Deux environ. semaines? D'accord. Ouais, on a fait plusieurs villes, je vais pas tout citer, mais on a fait Ouais. Naples, Milan, Pise. Pise, la tour de Pise. C'était assez marrant de voir la tour de Pise parce qu'en fait, on voit toujours, tu sais, cette image de la tour de Pise. Et en fait, ce qu'on sait pas, enfin, ceux qui y sont pas allés le savent sûrement pas. En fait, la tour de Pise, c'est dans un espèce de grand rectangle. Et en fait, il y Ouais. a trois autres bâtiments autour. Et les trois autres bâtiments sont presque plus beaux que la tour de Pise, tu vois. Donc la tour de Pise D'accord. est ultra connue. Mais en fait, quand tu es sur le site, t'en prends plein les yeux parce que tu t'attends à voir moi je m'attendais à voir la tour de Pise comme ça, la posée. Mais en fait non, il y a plein de choses autour et c'était une belle surprise. Donc Pise c'était génial, Rome super et ouais voilà, donc des villes comme ça c'était top. Ok, bah peut-être juste un mot sur. Tu as cité Milan. On dit que Ouais. Milan, c'est la ville attractive pour les entreprises. Est-ce que tu l'as senti en passant dans cette ville? Alors je suis resté que quelques jours à Milan, j'aurais dit 2 3 jours. J'ai adoré l'atmosphère tout ça pour y vivre. Ouais. Attractif pour les entreprises, je saurais pas vraiment dire parce que moi c'était vraiment du tourisme, donc j'ai vu le Duomo, tout ça. Ok. Euh, donc voilà, je suis juste allé en tant que touriste. La ville est top. J'ai pas vu. Bon, je t'avoue, c'est pas New York, tu vois. C'est pas une ville où tu rentres dedans, tu dis ah ouais, il y a du business, tu vois. Pas. Je pense que tu dis ça rarement, à part dans les grandes villes comme New York ou quoi. Mais Non, c'est vrai. voilà, j'ai pas vraiment senti ça. Après, pour tourisme, c'est super. Y vivre, je pense que c'est un peu comme tout l'Italie. Je pense que ça doit être cool de vivre en Italie. Peut-être un peu plus compliqué si t'es pas dans une entreprise multinationale pour la langue, parce que j'imagine, ben, c'est comme en France, ça parle italien là-bas. Ouais. Euh, donc voilà, mais si t'es dans une entreprise, une multinationale, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ils parlent anglais comme en France. Enfin, je sais qu'à Thales, il y a des gens, même à la Ciotat, ça parle anglais parce qu'ils sont pas de France. D'accord. Ok, bah merci Alan. Quittons un peu cette atmosphère de l'étranger, riche Ok. d'expériences. Bah, je vais prendre le pont sur l'expérience d'ailleurs. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes expériences un peu personnelles, des projets que tu as fait, des projets perso? Ok. Je sais que tu as été dans le monde de l'association. Oui, Voilà, est-ce que tu peux raconter un peu ta vie, bien sûr. plein de projets? Donc, bon, ouais, je vais te parler des projets en règle générale. Ouais, Donc, les projets, ben, comme tout étudiant à l'ISEN, ça fait partie de ma vie parce que à l'ISEN, on a plein de projets. Donc, ça a commencé en première année de l'ISEN où même si j'avais fait un an à Polytech, Polytech c'est quand même plus prépa intégrée mais prépa classique. Donc, maths, physique, tout ça. Pas énormément d'informatique, enfin comme une prépa classique, un peu de Python, mais ça s'arrête là. Alors que à l'ISEN, c'était vraiment plus orienté informatique. Donc dès ok. la première année, on a eu plusieurs projets. Donc on a dû faire des jeux comme le YAMS, je sais pas si tu connais ce jeu, Si. mais d'accord, bah, on a dû faire ça en informatique. Donc c'était top parce qu'en fait, premier jeu que tu fais, bah, déjà ça apprend énormément de faire des projets, je pense, dans la vie. Euh, Parce que ça te donne un objectif, tu travailles, tu rencontres des difficultés autres que juste un exercice comme ça en cours. C'est plus long, donc ça permet de, de t'entraîner d'une façon différente. Et c'est juste génial à la fin de créer un jeu qui marche, tu vois, t'es fier de toi. Chaque projet, quand tu le finis, t'es fier de toi. Donc ça, j'adore. En fin de première année, on a fait un premier projet qui m'a vraiment marqué, qui a été la reconnaissance d'iris. Donc, Ok. comment reconnaître une personne grâce à son œil, à son iris. Donc pour ça, on était en groupe de trois et on avait un Raspberry Pi et c'est nous qui étions totalement libres de faire ce qu'on voulait. Donc nous, on a eu comme idée de créer un espèce de mini casque de réalité virtuelle où en fait tu le mets sur ta tête et du coup tu as le capteur qui permet de lire ton œil avec une petite lumière infrarouge. Donc c'était top parce qu'on était totalement libre de faire ce qu'on voulait avec le projet. Donc on a dû faire aussi donc on a un Fab Lab à l'ISEN Toulon qui Mhm. permet je sais pas, des découpes laser, tout ça. Imprimante Donc ça, 3D, tout ça. ouais, exactement. Donc ça c'était top parce que moi la première fois que j'utilisais ces machines aussi, donc on a été guidé et tout ça, on a pu
apprendre ça aussi et c'est encore autre chose parce qu'il y a le projet informatique qu'on a fait, bien sûr, mais aussi le fait de, ok, j'ai une image en tête, j'aimerais bien faire un casque. Bon, bah, il faut faire les croquis, il faut faire les bonnes cotes, tout ça, qu'après ça s'emboîte bien et tout. Donc on a dû aussi, on a eu des problèmes, ça c'est sûr, parce que c'était la première fois, donc fallait s'y faire. Et donc du coup, voilà, j'ai appris les deux champs. C'était assez challengeant comme projet, assez complexe pour des premières années quand même, enfin même toutes les années je pense, Reconnaissance d'Iris, la barre était assez haute. Après je suis franchement très reconnaissant d'avoir eu un projet comme ça qui challengeait, qui nous a challengé, parce que bah, c'est comme ça qu'on avance, c'est en repoussant ses limites, en sortant de sa zone de confort qu'on avance. Ouais. Et donc du coup, euh, voilà, je te cache pas qu'avec un de mes amis, on a fait des nuits blanches pour ce projet parce que on est tous les deux très perfectionnistes et on voulait que ça marche. Mais au final, ça a marché, ça a payé, donc que du positif. Après les autres projets qu'on a fait, donc je vais pas te dire tous les projets qu'on a fait à l'ISEN. On a fait d'autres projets sympathiques. On a fait un petit robot qui était télécommandé grâce à un site web, donc on peut le télécommander grâce à notre portable, lié à Ok, un espèce de réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il pouvait prendre des photos, on pouvait les poster et tout. Ça, c'était aussi intéressant. un projet ouais, assez cool. Parce que pareil, il y avait site web et aspect un peu robotique et tout, même si le robot était quand même fait, c'est pas nous qui avons fait le robot, mais il fallait quand même faire la communication et tout, donc ça c'était assez sympa. Après, en cybersécurité, on a fait des projets aussi très challengeants. Avec un groupe d'élèves, on était 5 je crois. Euh, on a fait tout ce qui est tout ce qui est dans la salle informatique, parce on avait une salle informatique pour la classe de cybersécurité. On a fait tout ce qui était l'architecture pour que les gens puissent, il y a des Mac dans la salle, puissent avoir leur propre session. S'ils se connectent à un ordi ou un autre, eh bien ils aient leurs fichiers sur les deux ordis. Tu vois, une session, un compte, tout ça. Donc c'était très très intéressant. Toute l'architecture derrière, c'était très intéressant à faire. Challengeant aussi, parce que c'est quand même un gros projet, mais c'était top. Après, tu m'as parlé d'association. Donc, Ouais, association Alizen Repair, j'étais dans un club. À l'époque, c'était un club qui s'appelle Isen Repair. Et j'ai transformé ce club en association avec l'aide d'autres personnes. Et donc, du coup, on a fait face à la création d'une association. Et ça, c'était super intéressant parce que bah, là, j'ai vu encore autre chose qui était un peu plus le juridique, si je puis dire, ou en tout cas l'administratif, comment créer une association, qu'est-ce qu'il faut comme document, tout ça. Donc ça, c'était très très intéressant. Pour dire un peu ce que fait Isen Repair, le but d'Isen Repair, c'est d'aider les gens, ou donc les gens individuels, les écoles ou les associations, qui n'ont pas forcément l'argent pour avoir du matériel informatique et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on nous donne, donc on a un réseau via la mairie nous donne les PC vieillissants, certaines entreprises aussi, comme Veolia par exemple. Et donc, on récupère ces ordis, on les répare, on les remet à neuf, tout ça, on réinstalle le logiciel, on change les composants parce que des fois, il y a des choses qui marchent pas. Donc, on doit diagnostiquer quel est le problème, le réparer, et ensuite, on fait des livraisons, donc on le donne aux autres gens. Et ça, pour moi, ça a été une expérience incroyable parce que vraiment, tu changes la vie de quelqu'un. Quand ok. tu fais une livraison et que tu vois sur leur visage qu'ils sont à deux doigts de pleurer, ou il y en a même qui pleurent parce qu'ils n'ont jamais eu un ordinateur de leur vie presque, ou qui savent que ça coûte trop cher d'acheter un ordinateur, et là, de leur donner gratuitement, de leur ouvrir la possibilité à Internet, à plein de choses, tu rends vraiment les gens heureux, et ça, ouais, ça m'a touché, et Ok, j'ai été très très content de participer à ça. et donc dans cet asso Isen Repair, quel était ton rôle là-dedans et Alors, peut-être autre question aussi derrière, ouais. c'est donc voilà, je pense que si tu rentres dans une asso, tu commences à découvrir un peu la gestion de projet. Je sais pas si tu avais un rôle où tu gérais une équipe. Oui. Donc voilà un peu comment ça s'est passé de ce point de vue-là. Et troisième question, mais si t'as oublié, je pourrais la reposer. C'est Faut que quel je était prenne des notes. ouais, quel était ton modèle économique quand tu recevais ces pièces ou ces ordis? Ça passait dans Ease and Repair et après est-ce que c'était un système de vente ou un système de donation pour des personnes un peu en difficulté ou voilà. Ok.
Je vais répondre par. Donc première question, c'est ton rôle Mon dans rôle. Ok, alors l'association. mon rôle, j'en ai eu plein. Parce qu'en fait, je suis rentré à l'Isen Repair en première année et Ok, je l'ai quitté en quatrième année parce que en cinquième année, avec l'alternance, tout ça, à l'Isen, on n'a pas le droit d'être dans une association. Donc voilà, j'ai fait 4 ans à l'Isen Repair. J'ai commencé en tant que technicien, donc j'y connaissais rien. J'avais jamais ouvert un ordi de ma vie. Les composants, bon, je savais qu'il y avait une carte graphique ou quoi, mais je savais pas la reconnaître dans un ordi si tu me montrais une carte mère ou quoi. ouais, Donc j'ai tout appris comme ça. Donc on m'a formé. Donc comment ça se passait à l'usine Repair? Il y a les techniciens, il y a des chefs d'équipe qui ont 2, 3, 4 techniciens peut-être, généralement 2 pour que ce soit vraiment tu vois, de la proximité. Et ensuite les chefs d'équipe. Bah, après c'était un club, donc même si c'était un club, nous on avait quand même le vocabulaire de vice-président, président. Donc c'était ok, technicien, chef d'équipe, vice-président, président. Sachant que tout le monde travaillait quand même dans la même salle sur les PC en fait. Que tu sois euh, technicien ou président, président un peu moins parce que il y a d'autres choses à gérer forcément, mais même chef d'équipe et technicien, bah, les deux travaillent en même temps. C'est juste que le technicien, il a un référent s'il a une question ou quoi, il sait à qui demander, tu vois. ok, Donc voilà, donc j'ai commencé en tant que technicien pendant, si je dis pas de bêtises, 2 ans. Ensuite, d'accord, troisième année, j'ai été chef d'équipe. Et quatrième année, j'ai créé l'association et je suis devenu président de l'association. ok. Donc j'ai fait un peu presque tous les rôles. Donc ouais, c'était super parce qu'en fait, bah, ça m'a permis de d'évoluer avec l'association, enfin le club et l'association, et d'apprendre plein de choses. Parce qu'au début, technicien, t'es perdu, juste apprends comment on fait les choses. Après, chef d'équipe, tu peux aider les autres à apprendre ce que toi on t'a appris. Et après, président, ben, c'est encore différent parce que tu peux mettre un peu ton grain de sel, si j'ai envie de dire, C'est ça. dans l'évolution de l'association et essayer de partager ta vision pour essayer de l'amener là où tu veux. Ouais, Donc, bah, alors, est-ce que je peux faire un parallèle, parce que du coup, bien je sûr. trouve ça très intéressant ce que tu dis, un parallèle avec une entreprise, Oui. parce qu'on peut imaginer que une personne arrive en tant que salarié dans une entreprise, elle évolue et elle finit un peu, cette personne finit directeur général de l'entreprise, par exemple. Oui. Et donc toi, est-ce que enfin, c'est un peu le cas que tu expliques. Est-ce que c'est important pour toi aujourd'hui d'avoir une évolution comme ça? Est-ce que un président qui est passé par tous les rôles va être plus pertinent dans l'assaut ou dans l'entreprise? Je pense que oui. Alors déjà, pour nuancer tout ça, c'est Ouais, assez rare quand même que quelqu'un se retrouve directeur général, même si ça arrive. Et ça arrive. c'est plutôt cool que ça puisse arriver justement, que ce soit pas fermé. Les directeurs généraux, ils font une école pour être directeur général et tu vois, c'est cool que ce soit ouvert comme ça. Je pense oui, forcément. Je pense que c'est bénéfique parce que en fait, quand toi t'es président, donc là c'est une toute petite échelle. Bon, il y avait quand même 23 personnes à Eisen Repair, donc ça commence à faire un peu du monde, mais c'est pas l'échelle d'une entreprise. Enfin, directeur général, moi je m'imagine plusieurs milliers de personnes. Même si au final une entreprise ça peut être 3 personnes, hein, bien sûr. Ouais, Mais bon, on va parler le cas d'une grande entreprise. Je pense que c'est important d'avoir fait ces échelons-là parce que déjà le message de la société ou de l'association, bah, tu l'as en toi et tu le portes pendant quelques années avant d'arriver à la tête. Donc ça déjà, tu comprends bien le message, tu connais le message. Alors il y a peut-être des points que t'aimes ou que t'aimes pas, mais la vision globale, tu y adhères parce que sinon tu serais pas là. ouais, Et comme dans les entreprises, si tu adhères pas à là où va ton entreprise, bah, tu travailles pas pour eux. Ça paraît logique, en tout cas pour moi. Mais donc du coup, je trouve que c'est très important parce que ça te donne cette vision des choses où, ok, j'ai vu les autres comment ils faisaient, et puis aussi tu peux apprendre beaucoup parce que moi, j'ai vu 2 présidents avant que moi j'arrive président, donc je voyais comment ils faisaient, les partenariats qu'ils ont créés, ils donnent des astuces, enfin même sans donner des astuces parce qu'ils savent pas que ça va être toi le prochain président, ils en parlent avec tout le monde. Donc tu vois, ah on a un nouveau contrat avec Veolia ou la mairie de Toulon, ah ça peut être intéressant tout ça. Et en fait quand toi t'accèdes à ce poste, ben t'es pas comme ça lâché dans la nature. Si tu viens de l'extérieur, tu dois déjà apprendre ce que fait l'association et comprendre qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui va pas,
comment tu peux améliorer les choses, comment tu peux faire évoluer les choses, tout ça. Donc ça va être beaucoup assimilé. Et je Ouais. pense que moi j'étais président un an, en un an c'est impossible de faire tout ça et de construire quelque chose. Quand tu es là depuis longtemps, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas aussi. Tu te dis ah ça va pas, moi j'aurais aimé faire différemment. Ben, si tu deviens président, tu as la chance de faire comme toi tu veux. Donc tu fais sûrement des erreurs aussi, hein. Et d'autres diront ça j'aime pas, vous j'aimerais faire comme ça, mais c'est comme ça que les choses avancent. Mais et aussi, point très très important, c'est pour moi la clé pour vendre le mieux ton association ou ton entreprise à l'extérieur. C'est-à-dire quand tu veux faire un nouveau partenariat, nous on a fait un nouveau partenariat avec les Restos du Cœur. Et ben qui de mieux pour parler que du message que quelqu'un qui est là depuis des années et qui a fait tous les posts et tout ça, qui sait de quoi il parle, il sait ce que ça fait l'association, que quelqu'un qui vient juste d'être là, qu'on lui fait un pitch de 3 secondes, c'est pas pareil, tu vois. Il parle pas avec son Ouais, le cœur, il parle message est pas le pas, même. voilà. Moi, avant d'être président, j'ai travaillé pour enrichir l'association et pour aider les gens. Et donc du coup, quand j'en parle au Resto du Cœur ou n'importe qui, et ben je pense que j'ai peut-être un peu plus de ferveur parce que ben, c'est mon travail aussi que j'ai mis dedans, tu vois. Je suis pas Ouais. juste représentant de l'association à ce moment-là où je parle, je suis représentant aussi du travail que j'ai fait, de la vision que je porte et des gens que j'ai aidés et que je veux aider dans le futur. Donc ça, c'est important. Et aussi, pourquoi pour moi c'est très 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 important, c'est le dernier point que je pense qui me vient à l'esprit, d'être passé par tout ça avant d'être président. C'est parce qu'aussi, président, là j'ai beaucoup parlé de l'extérieur, mais aussi quand tu es président, tu es surtout le référent de l'intérieur de la société ou de l'association. Et donc en fait, pour mieux gérer les gens, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir fait leur boulot. Parce qu'en Mm. fait, t'as été technicien, tu vois ce qui va en tant que technicien. Je peux pas dire à un technicien, bon, ben, en un jour, tu fais 15 PC. Moi, je l'ai fait le boulot. Je sais que c'est pas possible. Tu vois, quelqu'un qui dit, qui n'a jamais fait ça, ne sait peut-être même pas comment marche un ordinateur, parce que si on prend un président comme ça qu'on met, il a peut-être pas cette notion de cette vue des choses. Et ben, il peut dire, bon, ben, allez, cette année, je veux qu'on fasse plein de PC, donc c'est 15 par jour. Et ça, c'est pas possible et ça va créer des barrières entre la direction et les gens qui font. Donc, avoir fait tous les rôles, toi, tu connais les limites de chaque rôle. Et donc, du coup, je pense, après, je sais pas si j'ai bien fait, hein, mais je pense que tu peux mieux manager les gens parce que tu as été à leur place. Et donc, tu sais ce qui marche pas et tu sais leur capacité, la limite du poste, tout ça. Sachant que l'association, j'aimerais juste rajouter que c'était un jour, une après-midi par semaine le jeudi. Ok, donc Donc, c'était même le dans jeudi dans après-midi. enfin, je veux dire, c'était un jour avec tout le monde. Parce que je C'est suppose qu'il y ça. avait un comité de direction. Est-ce que il y avait des Oui. réunions peut-être en Alors, dehors oui, que ce jeudi? voilà. Donc, le jeudi après-midi, tout le monde était là et c'est surtout là où on faisait les PC. Après, forcément, quand tu es président, donc nous, on avait un président, c'était moi, vice-président et une trésorière. Ok, Donc, forcément, nous, on parlait par message, on faisait des réunions et tout parce que, ben voilà, on veut créer des événements. Donc, il faut faire la communication, tu dois le savoir avec quoi tes jobs, la communication sur les réseaux sociaux. Il faut penser aux ouais, événements, voir avec les autres s'ils sont d'accord ou pas. Tout ça, plus faire les livraisons. Donc les livraisons, euh, ça c'était top. Il y a certains membres qui étaient d'accord pour venir, je sais pas, le mardi soir par exemple, donc ça c'était top. Mais sinon, s'il y avait personne, bah, c'était au comité de direction, si tu veux, à la tête de l'association, à s'occuper de ça parce que bah, c'est notre rôle aussi, tu vois. Donc ok. voilà, forcément, ça prend plus de temps que quand tu es technicien, mais pour moi, c'est que du bonheur parce que ça apporte plein d'autres aspects que tu vois pas en tant que technicien. Mais en tout cas, ouais, je suis très content d'avoir fait tous ces rôles parce que pour moi, et même personnellement, je me sentais pas illégitime au poste, tu vois. C'est pas Mm. on m'a mis là, je sais pas quoi faire, ça y est, maintenant je suis votre chef, tu vois, alors que je sais même pas comment marche un ordi. Non mais, tu vois, là, Ouais, je comprends t'es ce que tu plus. dis. Alors, j'étais pas dans le truc, je suis votre chef, hein. En tout cas, j'espère qu'ils m'ont pas vu comme ça. C'est pas ce que je voulais faire transparaître. Mais en tout cas, voilà, je pense être légitime parce que bah, j'étais celui avec le plus d'expérience de tous les gens qui étaient dans l'association. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça. J'en suis bien content. Mais voilà, j'étais pas nouveau et je savais de quoi je parlais en parlant de l'association. Ok. Non, bah merci Alan. On sent une certaine maturité dans tes propos. Tu as utilisé plusieurs fois le mot aider.
Je sens Ah que ouais, tu as envie d'aider les gens ça me tient à cœur, oui. euh, et que d'avoir un impact chaque jour dans les projets que tu fais, mais on pourra peut-être en revenir tout à l'heure. Oui. Donc, Il y avait est-ce une qu'on troisième peut... question, je crois, que je n'ai pas oubliée, sur le modèle économique de l'association. Exact. J'ai pas noté, mais je retiens. Ouais, mais je Euh, retiens. ouais, non, ça c'est très important pour moi parce que il faut mettre les choses un peu au clair. C'était une association loi 1901, c'est-à-dire Mm. que c'est à but non lucratif. Donc, on pouvait pas faire de bénéfices, on pouvait pas sortir de l'argent, distribuer parmi les membres, que ce soit la tête ou les autres. Et donc, en fait, nous, notre modèle économique, qui était simple, c'était, euh, on nous donnait gratuitement les PC qui marchaient plus. Nous, on les répare et on les donne gratuitement aux gens qui ont besoin. D'accord. Pas d'échange d'argent. Après, vu qu'on était une association de l'ISEN, on avait des subventions de l'ISEN chaque année pour pouvoir acheter, ben, même en récupérant les PC. Alors, on a généralement, bien souvent, des disques durs, les lecteurs CD. Ça fait, je pense, que ça fait presque 15 ans maintenant que ça existe, le club Isen Repair. Donc, au fur et à mesure des années, on a récupéré beaucoup de choses. Donc, voilà, on avait un problème de RAM. La RAM, ça coûte assez cher. Et donc, voilà, on avait ces subventions pour faire ça. Ou pour, par exemple, malheureusement, on n'est pas allé au bout du projet, mais on voulait faire un espèce de bingo pour essayer d'avoir de l'argent. Et cet argent, on voulait le faire en don au Resto du Cœur, vu que c'était nos partenaires de l'année. Malheureusement, le bingo est tombé un jour avant le premier couvre-feu du Covid. Donc on a dû l'annuler parce qu'on voyait que la situation se dégradait avec le Covid. Donc moi, c'était pas une décision facile encore, mais j'ai préféré pour la responsabilité d'annuler le projet plutôt que de réunir dans une salle le virus. On savait pas encore trop ce que c'était. Je voulais pas faire, pas prendre de risques, surtout que dans notre entourage, il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient prévues pour venir au bingo. Donc bon, on n'a pas fait l'événement malheureusement, mais toute l'organisation c'était top à faire. Et donc voilà, donc on avait, comme je disais, de l'argent qui nous venait de l'ISEN, aussi du Rotary de Toulon, qui est notre Mhm. partenaire depuis, alors je vais pas dire le début parce que j'étais pas là au début, mais en tout cas, depuis que je suis arrivé, ça a toujours été notre partenaire, qui nous ont grandement aidés. C'est eux qui nous ont aidés à faire un partenariat avec la mairie et tout. Donc très reconnaissant envers eux. Donc ils nous donnaient aussi des subventions. Donc voilà, avec des subventions à droite à gauche, on pouvait acheter ben, même des choses basiques comme des tournevis ou quoi, juste pour faire notre boulot, des switches pour le réseau de la salle, pour réparer les PC. Mais voilà, pas de sortie d'argent, il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas de choses comme ça, tu vois. Et le business model, c'était vraiment, on nous donne gratuitement des choses et on les redonne Vous gratuitement. réparez. Ok. Avec des subventions de l'ISEN. C'est ça. Ok, bah, Sachant qu'on, merci de m'avoir repris ouais. sur la dernière question. Ouais, t'allais dire un truc, vas-y, je t'ai Ouais, coupé. j'allais juste dire, sachant qu'on essaye de réparer un PC gratuitement, parce que le but c'est pas que chaque PC nous coûte 20 euros et que petit à petit on perde 20 euros et on soit limité en nombre de PC. Mais généralement avec 4 PC qui marchent pas, tu peux en faire un qui fonctionne très bien. Ok, d'accord. Ok, bah merci pour ces précisions. Avec plaisir. Euh, voilà, alors on vient de parler un peu de tes projets. Peut-être qu'on peut retourner sur l'aspect international. Bien sûr. Donc j'ai entendu que tu étais parti aux États-Unis pendant un mois, Oui, aussi en Belgique sur un Erasmus, j'en ai pas parlé, mais oui. et aujourd'hui Singapour. Voilà, je te laisse choisir de quelle expérience tu veux parler, entre les Je peux pas. États-Unis ou peut-être la Belgique. Ok, bah je vais peut-être parler des deux vu que je suis de pipelette, si ça te Allez, dérange pas. Ok, c'est alors parti. les États-Unis, alors il faut dire que depuis que je suis très jeune, j'ai envie de partir aux États-Unis, de vivre aux États-Unis. Et donc je suis arrivé à 21 ans. 21 ans, c'est ça. Et je me suis dit, bon ben, allez, bientôt, je vais être diplômé dans 2 ans. Je vais devoir, vu que je savais que je voulais pas travailler en France et notamment aux États-Unis à l'époque, je me suis dit, je vais peut-être devoir aller travailler aux États-Unis. Autant partir pour découvrir le pays, parce que tu sais, surtout les États-Unis avec Hollywood, plein de choses, on peut se faire une vision des choses qui est parfois éloignée de la réalité. Donc je voulais aller sur place pour ben, me faire mon propre avis et me dire, ok, je peux tout quitter et aller vivre là-bas, me lancer dans l'aventure. Donc je suis parti un mois aux États-Unis. Donc j'ai fait
2 semaines de cours à New York. Donc j'ai passé 2 semaines à New York où Ok. ça c'était top. C'était des cours le matin et l'après-midi libre. Donc comme ça, c'est moi qui avais choisi ça parce qu'on pouvait faire les journées pleines. Mais bon, j'étais à New York, première fois dans ma vie, j'avais envie de visiter aussi, tu vois. Et donc voilà, donc ça c'était top parce que j'avais un hôtel. Enfin, j'étais dans un hôtel euh, où il y avait un étage réservé pour les étudiants. Euh, donc du coup, on était tous ensemble, même si j'avais une chambre seule. Et en haut de l'hôtel, on avait un espace réservé à nous avec billard, cuisine, tout ça. Mais c'était pas Donc un rooftop, c'était juste non, un non, dernier c'était étage. ouais, pas tout à Ok. fait dernier étage, mais un étage réservé à nous. Mais la vue était quand même classe. Et c'était à 5 Sympathique. minutes à pied de Times Square. C'était juste en face du Madison Square Garden. Ok. Donc super situation. Vivre 2 semaines en face du Madison Square Garden et à 5 minutes de Times Square, c'est juste formidable. Le matin, c'était top. Tu vois, j'allais en cours, j'avais l'impression d'avoir ma petite vie new-yorkaise. Tu vois, je me levais avec tout le monde qui allait au boulot. J'allais à pied à l'école et l'atmosphère était juste cool. Tu vois, New York, c'est tellement dynamique et tout, c'était génial. Là, durant les cours, j'ai rencontré, et même à l'hôtel, tout ça, j'ai rencontré plein de gens de plein de nationalités différentes. Donc il y avait Chine, Amérique du Sud avec Argentine, euh, Ouais. il y avait aussi de l'Europe, il y avait plein de gens, il y avait d'autres Français, mais on parlait pas français. On s'était dit on est là pour apprendre l'anglais, donc on va parler anglais. Et mon niveau en espagnol me permet absolument pas de parler espagnol avec un Argentin, donc c'était de l'anglais aussi. Il y avait aussi un Brésilien. Bref, plein de pays. Et ça, c'était super enrichissant. Et c'est pour la première fois de ma vie. En fait, ça m'a fait un déclic où je me suis dit, waouh, en fait, le monde est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que ce que je pense. Parce que moi, j'ai toujours vécu en France. Ok. Je suis allé quelques fois en vacances, mais toujours avec ma famille. Là, les un mois aux États-Unis, c'était mon premier voyage seul, donc totalement seul pendant un mois. Et ça, c'était incroyable parce que quand tu vois comment les gens parlent, quand tu parles de leur vie et tout, tu vois des différences forcément. L'Argentine, le Brésil, c'est totalement différent de la France. Il y a des gens qui sont plus pauvres aussi dans ces pays-là. Donc ça change totalement ta vision des choses. En tout cas, moi, ça a changé ma vision des choses. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, le monde est si riche, si grand. Je peux pas rester en France et même aux États-Unis ou quoi, mais je peux pas juste rester à un endroit. Il faut que j'explore, il faut que je rencontre des gens, il faut que je m'enrichisse de toutes les expériences de tout le monde en fait, le plus possible. Donc ça a été un gros déclic pour moi et ça a Ok. vraiment, sans parler des États-Unis, où est-ce que je vais vivre, c'est ça qui a clarifié les choses. Je ne vivrai pas en France, ça c'est sûr. Ok. Donc c'est lors d'une expérience à New York pendant 2 semaines qu'est venu ce Ouais, déclic dans ta vie. Tu t'es dit, totalement. il y a trop d'expériences à vivre pour rester en France. C'est Et ouais, c'est une des c'est raisons tout à pour fait ça. laquelle aujourd'hui tu es à Singapour d'ailleurs. Ah, Mais totalement, on pourra en revenir tout à l'heure. Donc voilà, totalement. Ouais. tu vas tous les matins à l'école, tu vis la vie new-yorkaise. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc voilà, donc je fais ça pendant 2 semaines. Donc je visite aussi New York à fond. Je m'éclate. Et ensuite, je vais à Washington. Donc ça a été un peu, c'est pas vraiment 2 semaines à New York puis Washington. Quand je suis arrivé le 2 juillet. Je suis direct. Donc je suis arrivé, j'ai dormi à l'aéroport Précis. quasiment. Ah Ouais. oui. Je m'en souviendrai de ce voyage, hein. Et du coup, directement, sans connaître New York, sans avoir rien vu, parce que je suis arrivé le soir, il était minuit, donc je voyais un peu la skyline et tout, mais bon, rien. Je suis directement pris le métro, je suis allé à la station de bus et je suis allé en bus à Washington parce que je voulais être à Washington DC, qui est la capitale des États-Unis, pour le 4 Ouais. juillet, qui est la fête nationale américaine. Ok. Tu vois, et je me suis dit, je suis à la fête nationale américaine, il faut que j'aille à la capitale. Tu vois, comme un étranger qu'en France, bah, Paris, voilà, il se passe plein de choses. T'as senti que Donc j'y c'était le suis bon moment allé. pour aller à Washington. Ouais, voilà, juste pour découvrir, bah, déjà découvrir Washington et puis fête nationale, il y avait une parade et tout. Donc c'était fantastique. Donc je suis resté 2 jours là-bas. C'était fantastique. Parade, il y avait un feu d'artifice sur le mall. Le mall, c'est un grand parc qui fait environ 3 kilomètres entre le Capitole et le monument Abraham Lincoln. Donc Abraham Lincoln, c'est le monument où Martin Luther King a fait le célèbre discours I Have a Dream. Euh, Ouais. sur ces marches-là. Donc, tu vois, c'est tout le long. Et au milieu, après, il y a la Maison Blanche. Et donc, du coup, c'est vraiment le centre de Washington. Donc, il y avait un feu d'artifice.
Et il y a eu aussi un concert en bas au pied du Capitole. C'était formidable. Tu vois, t'en prends plein la vue. Bah, comme toute fête nationale, mais les États-Unis font les choses en grand. Il y avait une parade aussi, parade très surprenante pour moi parce que nous, la parade en France, c'est surtout les militaires, tu vois. Et là, en fait, non, c'était des gens de chaque État et des écoles. Et en fait, c'était des fanfares, des chars, donc beaucoup de musique, de joie, tout ça. C'était Ouais. moins, tu vois, pas une cérémonie comme en France, les militaires qui défilent, tout ça. Là, c'était beaucoup plus, si je puis dire, joyeux. Enfin, beaucoup plus de musique, de gens qui dansent et tout, tout ça. Donc, c'était un peu différent de ce qu'on peut voir en France. Ensuite, du coup, je suis retourné à New York pour là commencer mes cours, donc j'ai fait 2 semaines. Et ensuite, en fait, j'avais laissé une petite semaine de trou et je me suis dit, oh, je verrai bien ce que je vais faire. Et je me suis dit, ah non, Washington, c'était trop bien, il faut que je retourne à Washington. Donc je suis Alors attends, retourné à Washington. attends, qu'est-ce que je comprends bien? Tu as fait New York, Washington, Washington, New York et New York, Washington. C'est ça. Ok, Ouais. Et tout en je suis bus. bien, Donc je suis bien. Tout en ça bus. ça prend environ 4h30 en bus. Ok. Voilà. Donc c'était cool. Alors moi j'adore prendre le bus dans les pays parce qu'en fait bah, déjà dans le bus tu es avec souvent des locaux et donc tu peux parler un peu tout ça. Bon, même si des fois les gens tu vois, ils sont juste là pour faire leur voyage, ils ont pas envie d'être dérangés forcément, mais bon, voilà, ça peut arriver. Mais en tout cas, tu vois du pays, tu vois, je sais pas, les autoroutes, les routes, le quand tu quittes New York, c'est la campagne en fait, tu vois. Donc en fait, tu vois un peu l'Amérique profonde et la vraie Amérique. Que si tu prends un avion, bon bah tu vois les aéroports, les grandes villes et ça s'arrête là. J'aime Ok. bien dans les pays où je vais faire des trucs donc en bus ou en voiture ou quoi pour vraiment, tu vois, tu t'imprègnes du pays, tu vois les routes et tout. Bon, j'aime bien ça. Et tu as fait des Et rencontres dans ces voyages en bus j'ai entre fait des rencontres. Ouais, Washington et New York? entre Washington et New York, non, j'ai pas fait de rencontres. New J'ai fait York, j'ai fait des rencontres après. Je vais venir dans un ok. autre voyage en plus, un peu plus tard. Donc voilà. Donc là, ça fait 2 semaines que je suis aux États-Unis. J'arrive à Washington. Et en fait, moi, il faut savoir que je suis un grand fan de musées. J'adore les musées parce que je l'ai pas dit dans mon introduction, mais je suis très 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 curieux. Euh, Mais ça je suis... s'entend, ça s'entend. Ah, merci. Je prends ça comme un compliment. Mais j'adore vraiment tout découvrir. Très curieux soif d'apprendre de tout. Et à Washington, il y a des musées. Donc sur le mall qui fait 3 km, il y a des musées partout. Et tous les musées sont gratuits. Donc en fait, tu vois, c'est un peu un petit paradis pour moi. En plus d'être les États-Unis, tu vois, j'ai envie de vivre là-bas, donc forcément la culture, tout ça, ça me parle depuis longtemps. Je me renseigne beaucoup. Donc Washington, c'est quand même, t'as le Pentagone, t'as la Maison Blanche. Enfin même quelqu'un qui est pas très attiré par les États-Unis, il y a quand même des monuments, waouh quoi. Donc c'est top de voir tout ça. Je me suis régalé à faire tous les musées et tout. Bref, Washington, c'est l'une des villes aussi comme Londres où vraiment je me suis dit, oh, je pourrais vivre là, sans problème. Ok. L'atmosphère, l'ambiance, j'imagine les choses qu'il y a à faire le week-end parce que rien que les parcs, les musées, tout ça, c'est incroyable. Enfin, pour y vivre, moi j'adorerais vivre à Washington. Ensuite, donc voilà, donc ça, une petite semaine, 4-5 jours, 4 jours, je crois, à Washington. Et ensuite, j'ai pris le bus de Washington jusqu'à Memphis. Memphis, c'est dans le Tennessee, donc c'est au centre des États-Unis. Si les gens voient un peu où c'est Chicago, bah en fait, tu pars de Chicago, tu descends en ligne droite et au milieu, c'est Memphis. En gros, c'est ça. Donc vraiment centre des États-Unis. Et un voyage Euh, en bus, tu as mis combien de temps pour faire Washington-Memphis? j'ai mis 29 heures en bus. Ok. Donc là, c'était un voyage plein de péripéties et d'aventures, 29 heures. où, où là, j'ai rencontré des gens, par contre, certaines personnes avec qui je parle toujours. Ok. Euh, et donc, du coup, là, c'était top parce que vraiment, là, un voyage si long, tu rencontres vraiment les Américains, bah, les vrais Américains, enfin, les gens qui vivent et surtout qui se déplacent en bus, eux, pas parce que c'est des touristes, mais parce que l'avion, c'est trop cher pour faire une distance comme ça, tu vois et Ouais. qui peuvent pas se le permettre. Donc là, c'était très intéressant parce que bah, tu vois, les travailleurs américains, c'est la classe moyenne, voire des fois la classe un peu plus pauvre. Donc très très enrichissant comme discussion, très ouvert. Bon, surtout à l'époque, alors déjà maintenant mon anglais est pas excellent, hein, mais à l'époque, je rappelle que je suis allé aux États-Unis pour prendre des cours d'anglais, donc voilà, j'étais pas un expert du tout, mais très gentil les gens. Tu vois, ils font des efforts pour te comprendre, ils parlent avec toi, tout ça, donc c'était top. Il est arrivé plusieurs drôles d'histoires.
Je vais pas toutes les raconter. On pourra faire un podcast sur mes histoires aux États-Unis si tu veux. Mais notamment à 3 heures du mat, le bus qui nous arrête dans une station service et où il y a que des drogués. Donc tu vois des gens dormir sur des bancs, tu vois des seringues par terre et tout. Donc là c'était pas drôle, tu vois, on a attendu là 1 heure et demie. Ouais. Il y avait des gens qui tournaient en rond, qui criaient et tout. Donc très creepy. Mais ça renforce les liens aussi parce que du coup je suis resté avec les gens du bus que je connaissais et on a parlé et tout. On a fait un peu, tu vois, on a essayé de pas de faire de de pas être pas se faire repérer quoi si tu veux. Et donc du coup, ouais, bah, c'était une expérience. Sur le coup, t'as un peu peur, tu vois. Après, tu te dis, bah écoute, les États-Unis, c'est ça aussi, hein. Il n'y a pas que des bons aspects, hein. Donc c'était bien de le voir aussi. Et après, j'arrive à Memphis. Donc pourquoi je suis allé à Memphis? Je crois savoir, je crois Ah, savoir. tu crois savoir? Mais Parce que on va dire ça à tout le monde, hein. Parce que j'adore la musique et mon chanteur préféré, c'est Elvis Presley. Donc c'est pas vraiment de mon âge, c'est plutôt les années 60-70, voire même 50. Et en fait, bah voilà, c'est mon chanteur préféré. Et il a vécu toute sa vie à Memphis. Donc il y a un musée sur Elvis et il y a sa maison qu'on peut visiter. Donc moi, tu vois, j'écoute Elvis et j'aime Elvis et j'aime écouter ses musiques, tout ça. Et je m'intéresse à la personne depuis que j'ai 3-4 ans. Et donc du coup, je me suis dit, premier voyage aux États-Unis, il faut que j'aille à Memphis, tu vois. Il faut que j'aille voir le musée, il faut que j'aille voir sa maison et tout, tout ça. Donc j'y suis allé, donc 27 heures de bus, tu vois, c'était le petit sacrifice, on va dire, pour y aller, pour y 27 arriver. ou 29? 29, 29, 9. oui. Et par contre, je suis rentré en avion, parce que bon, une fois ça suffit. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que bah, je fais les musées et tout. J'avais pris le pack, tu vois, ultra premium avec un guide et tout, en petit groupe et tout, tout ça, donc c'était top. Je me suis régalé. Memphis, alors c'est très différent de New York et Washington. C'est beaucoup plus, tu vois, un peu la campagne et tout. Alors même si Memphis en soi, la ville, quand je parle de campagne, faut pas se penser la Creuse, tu vois, en France, tu vois. Ça Hmm. reste une grande ville parce que c'est les États-Unis, mais c'est moins dynamique et tout que Washington ou New York, bien moins dynamique. Mais ça fait, ça montre aussi un autre aspect des États-Unis, tu vois. Les gens là-bas sont différents, donc notre mentalité et tout. Donc c'était super intéressant. Moi, j'ai surkiffé le musée, la maison d'Elvis, tout ça, c'était top. La ville, Bill Street aussi, qui est une ville, qui est une rue assez emblématique de Memphis parce qu'il y a eu beaucoup de passages pour la musique et tout là-bas. Donc ouais, voilà. Et après, je suis rentré en avion. Et voilà, c'était bon. Il m'arrivait d'autres galères, hein, mais comme tous les voyages, en fait, c'est ça qui aussi fait les souvenirs. Et le voyage, c'est des aventures qui t'arrivent, planifiées ou pas. Et je dirais que celles qui sont pas planifiées, c'est peut-être les meilleures. Ok. Ouais, super intéressant ce que tu racontes. Merci. Ça me fait voyager dans le pays en tout cas. J'ai pas encore Ah ouais, été. parfait. Et comment dire, j'ai une image de Washington, de New York et de Memphis façon Alan. Donc je t'en Ouais. remercie pour ça. Et le jour Donc où tu voilà. iras, t'hésiteras pas à me dire si ta vision est la même que celle que ce que j'ai décrit là. Alors je te promets pas que j'irai faire 29 heures de bus pour aller à Memphis, Ah non, mais peut-être pas alors. je peux y passer quand même. Et donc voilà, tu finis ton voyage aux États-Unis, Oui, tu rentres à Toulon, j'imagine. oui, tout à fait, je rentre à Toulon. C'était un peu dur parce que bah, après un mois de vadrouille aux États-Unis, tu rentres à Toulon, C'est pas les mêmes paysages voilà, et la même ambiance, pas la même énergie. comme chaque fin de voyage, c'est un peu dur, tu vois, il faut reprendre avec ta vie. Mais après, c'était top de revoir la famille, tout ça, bien sûr. Et en fait, presque j'enchaîne puisque donc je suis parti tout juillet et je suis rentré début août. Et en février de l'année d'après, j'ai fait un Erasmus en Belgique. Et en fait, c'est un peu, tu vois, tout découle des États-Unis, en fait. Parce que je suis rentré des États-Unis et je me suis dit, donc le déclic, je veux vraiment vivre ailleurs et tout. Et il fallait faire un stage, 3 mois à l'étranger pour être ingénieur en France. Il faut faire 3 mois à l'étranger, d'expérience à l'étranger. Donc là, j'avais fait un mois, il m'en manquait deux. Et donc du coup, dès septembre, quand l'école a reprise, et ben je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de repartir en fait.
Tu vois, là, j'ai goûté à l'étranger. Là, je tiens plus en place, hein. Je suis un électron libre. J'ai besoin de repartir. Donc, en fait, pendant le premier semestre, ben, j'ai regardé avec l'ISEN, la cellule internationale qui nous a aidés, voir un peu tout ce qui était possible. Et surtout, quand même, parce que pour moi, c'est très important, j'ai prioritisé, pardon, le euh, contenu de la formation au pays. Ok. Parce que si tu pars en Erasmus, pour moi, hein, je sais que beaucoup pensent différemment parce qu'Erasmus c'est vu un peu comme la fête et tout, mais pour moi, avant tout, c'était pour bah, suivre mon cursus parce que je savais que j'allais louper des cours à l'ISEN Toulon et je voulais pas après revenir en quatrième année, qui est l'année de spécialisation, je voulais faire cybersécurité avec, tu vois, un manque de savoir ou quoi, donc je voulais une formation bien en informatique, tout ça, intéressante. Donc j'ai étudié l'effort. En fait, maintenant, à l'époque, j'avais plus d'a priori, mais maintenant, sur les pays, tu vois, j'avais rencontré des gens un peu de tous les pays et je m'étais dit, peu importe le pays, riche, pauvre ou quoi, les gens vont être formidables et je vais vivre une expérience incroyable. Donc j'ai laissé un peu de côté la casse pays, où est-ce que je veux aller, et plutôt la formation. Et la meilleure formation que j'ai trouvée, qui m'était proposée, c'était en Belgique, à Courtrai, qui est à la frontière avec la France. Donc ouais, ça paraît pas très exotique pour quelqu'un qui veut voyager, mais quand même, c'était en Flandre, donc ça parlait pas français, ou en tout cas les Belges du côté Flandre ne voulaient pas parler français pour leurs raisons qu'ils ont. Mais donc du coup c'est bien parce que j'ai pu aussi retravailler encore, perfectionner mon anglais. Sans parler des étudiants Erasmus, où bah là c'était que de l'anglais parce que là il y avait toute l'Europe. Donc j'ai rencontré des gens incroyables d'Ukraine, de Roumanie, d'Allemagne, d'Autriche, de Suède, bref, tous les pays, d'Italie aussi, d'Espagne. C'était incroyable, super enrichissant. Là ça a duré 6 mois, donc c'était vraiment formidable tous les jours être avec les gens du quatre coins de l'Europe. Et franchement, pareil, comme aux États-Unis en fait, ça m'a conforté. Tu vois, c'était un peu comme l'expérience des États-Unis avec les autres, mais sur 6 mois. Donc c'était le rêve absolu parce que pas apprendre sur les cultures, mais de façon encore plus parce que tu es avec les gens tous les jours pendant 6 mois. Donc c'était vraiment hyper enrichissant. Tu te fais des amis où là, par contre, je garde contact avec plusieurs d'entre eux. Ouais. On parle toutes les semaines ou quoi, vraiment top. Et le cursus en lui-même était super bien. J'ai appris à faire du développement mobile, chose que je savais pas faire. Donc que ce soit le côté technique ou humain, j'ai totalement adoré. Et la Belgique, j'y étais jamais allé en Belgique. C'est un pays formidable. Les gens sont ultra sympas. Les monuments sont super beaux quand tu vas à Bruges ou Ostende. C'est magnifique. Il y a pas le Donc musée du chocolat, il y a pas le musée du chocolat à Bruges? ouais, il y a épuisé du chocolat. Euh, il y a des frites et tout. Non, tu te régales. La nourriture Ouais. est top. Les gens sont super. Et ouais, l'architecture, tu sais, ça fait un peu plus médiéval, tu vois, des pierres et tout. C'est top. Ok. Bah, très intéressant encore une fois. J'aurais quelques Merci. questions peut-être pour des Oui, étudiants qui nous écoutent par rapport à ton Erasmus de 6 mois en Belgique. Comment tu as trouvé? Alors tu as mentionné que tu étais passé par le réseau interne de l'ISEN, il me semble, mais comment ça s'est passé exactement? Est-ce que tu as dû faire un CV en anglais? Est-ce que tu as passé des entretiens? Est-ce que c'est parce que c'était peut-être sur une école partenaire de l'ISEN? Donc voilà, est-ce que, je sais pas, tu devais peut-être avoir ton TOEIC de validé à l'école? Est-ce qu'il y avait des prérequis pour aller? Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur oui, tous ces paramètres? oui, tout à fait. Alors nous, c'était assez spécifique. Je sais que dans toutes les écoles, c'est pas comme ça. Nous, on a de la chance à l'ISEN Toulon. On a une cellule internationale et qui a beaucoup de partenaires avec d'autres écoles en Europe. Ok, Donc il y a Irlande, il y a Roumanie, il y a plein de choses. Et donc du coup, nous, c'était une école partenaire, Vives, à Courtrai, en Belgique. Et donc, pas de CV à faire, pas d'entretien. C'est juste l'école en fait qui regarde ton niveau. Et si, vu que c'est partenariat, si tu as le niveau adéquat, ben, c'est en fait l'école de Toulon qui choisit des étudiants qu'ils envoient ou qu'ils n'envoient pas. Donc, ok, j'ai été accepté. Par contre, oui, il fallait un niveau B2 en anglais puisque tous les cours étaient en anglais. Et ça, je l'avais pas. Mais puisque j'ai fait des cours en anglais et aux États-Unis et que j'avais passé un test à la fin qui certifiait que j'étais B2,
c'est passé, et aussi mes notes en anglais, tout ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut au minimum le niveau B2, tu fais bien de le dire, pour valider ton diplôme d'ingénieur. Mhm. Moi, ce qui s'est passé, c'est vu que, tu vois, j'ai pris des cours aux États-Unis, je suis allé en Erasmus, je savais que j'allais parler anglais, parce que je me suis forcé à pas parler beaucoup français pour améliorer. Donc en fait, je voulais tout faire pour essayer directement d'avoir le C1. Donc du coup, bah, j'avais aucun diplôme de validé. Mon niveau B2 était validé en soi avec mes notes et tout. J'avais le niveau B2, mais j'avais aucun diplôme qui le validait, bah, parce que j'attendais pour passer le C1. Mais avec tout ça, avec une discussion, avec une lettre du prof d'anglais qui certifiait que j'avais le niveau B2, c'est passé pour l'école, et donc du coup, je suis parti comme ça. Ok. Donc, pas de. Donc, le message à retenir ici, c'est quand tu es étudiant, il faut jouer à fond la carte école parce que ça nous donne beaucoup d'opportunités et des fois, on s'en rend pas assez compte. Ouais, bah, de toute Et façon, si, ouais, j'ai envie de vas-y, dire vas-y, vas-y. toujours rester à l'affût de déjà ce que ton école fait, puisque ça, t'es dans l'école, t'es étudiant, donc si elle fait un truc, ben forcément t'es le public ciblé. Après, si elle fournit pas assez d'aide, ou que l'étudiant ou l'étudiante trouve que c'est pas assez, bah elle peut se retourner vers d'autres gens, d'autres dispositifs. Ouais. Bah, tu vois, si je peux parler de mon expérience un peu perso aussi, Bien sûr. quand j'étais en IUT, bah, j'ai eu la chance de partir en Chine. euh, et on est parti 3 mois. On a eu des aides financières. Bah, c'était aussi une question que je voulais te poser, si tu avais eu des aides financières pour partir en Belgique. Mais la chance, enfin, je pense qu'on a eu de la chance de partir en Chine parce qu'il y avait un professeur qui donnait des cours dans une université près de Shanghai. Et donc, il y avait un partenariat, on va dire, pas écrit, mais qui existait. Et donc, c'est grâce à ça qu'on est parti. Et aujourd'hui, je pense que si on veut partir 3 mois en Chine, il faut peut-être plus chercher, peut-être partir en VIE. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué quand t'es pas dans un cadre scolaire de partir 3 mois en Chine. Ouais, Voilà, tout peut-être à fait. le message ici, c'est bah, profiter des partenariats des écoles. Et Ouais, c'est pendant que vous êtes étudiant, c'est jouer la carte à fond. Et je pense qu'on s'en rend pas assez compte. C'est une fois qu'on est parti un peu de ce cadre qu'on se dit, bah, en fait, c'était facile de ouais, partir à travers le monde, avec l'école en tout cas. tout à fait. Et oh, mais même sans l'école, je pense que quelqu'un de motivé, il peut réussir à. La motivation, ça fait tout dans la vie. Donc, quelqu'un de motivé, il y arrivera, ça c'est sûr, avec de l'aide ou pas, mais il y arrivera. Et ouais, et donc du coup, et surtout aussi, ce qu'on oublie de dire, c'est que là, on part avec l'école, et en fait, quand tu es à l'étranger, tu te fais des relations, et ben peut-être que ces relations, plus tard, ça va te permettre de partir ailleurs. Et voilà, donc pour moi, toutes les expériences à l'étranger que les jeunes peuvent avoir dans leur école, bah, c'est une mine d'or, parce qu'en fait, ça peut apporter tellement plus au long terme, que ce soit l'ouverture d'esprit, les gens que tu vas rencontrer, et comme j'ai dit, peut-être même plus tard les opportunités que ça peut te créer. C'est Ouais. stop. Et comme tu as dit, des fois quand on part à l'étranger, on a un déclic. Et moi, je pense qu'un voyage amène un autre voyage, comme un VE amène un autre VE. Ouais, Euh, et d'ailleurs, pendant le webinaire, il y avait cette question de Élise, tu te rappelles? Elle nous ouais, demandait quel était notre déclic pour partir à l'étranger. Toi, tu as mentionné les États-Unis. Et moi, j'aimerais mentionner la Chine. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai fait Prague et Malte, c'est en grande partie grâce à la Chine aussi. Où tu es dans un pays, tu es en Asie, tu es dans un grand pays, tu es dans une grande capitale. Il y a du monde partout. Moi, je viens du Finistère en Bretagne. Ouais, c'est un cadre totalement différent. Tu pars dans une des villes les plus peuplées au monde, bah, c'est obligé qu'il se passe quelque chose. ah ouais, Et donc ça voilà, change totalement la ça vie, change la totalement. perception qu'on a. Ouais. Ah, moi, je me souviens, je suis rentré de Chine, j'ai acheté un appart. Ah, ouais, ah ouais, d'accord. Et je me dis, bah, si j'étais pas parti en Chine, ouais, ma vie serait différente aujourd'hui, je pense. Et, et voilà, et comme tu as dit tout à l'heure, chaque jour, t'espères vivre des choses nouvelles et sortir un peu de sa zone de confort. Bah, Ouais. je pense que le voyage permet ça. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est là à parler aussi aujourd'hui autour de ça pour transmettre cette motivation à d'autres. Ah ouais, je Bon, on va en revenir à toi. pense que les jeunes, juste pour finir là-dessus, je pense que les jeunes, Ouais,
ça peut faire peur de partir, que ce soit en Erasmus, en stage, ou même en voyage seul, ou apprendre l'anglais. Il y a comme moi j'ai fait, il y a des stages pour apprendre l'anglais dans des écoles spécialisées pour les étrangers. Ça fait peur, ça c'est sûr. Mais en fait, je pense qu'il faut que les jeunes qui nous écoutent gardent en tête que ça apporte tellement que ça vaut, mais au centuple. Ouais. Et comme tu dis, on fait des rencontres exceptionnelles. Tu as mentionné quand tu étais aux États-Unis que tu as fait de merveilleuses rencontres. Tu as encore des contacts avec eux. Pareil en Belgique. Tu parles chaque semaine avec ces personnes. Moi, j'ai envie de mentionner encore Charlie Pimenta que tu as entendu sur le webinaire. Je pense que cette personne a aussi changé ma vie, que ce soit dans la façon de travailler, la façon d'entreprendre. Grâce à lui, j'ai commencé la lecture. Enfin voilà, c'est des rencontres un peu comme ça qui sont explosives et qui te permettent de faire des choses que tu pensais pas capable et faire des projets, avoir de l'impact dans la vie. Et je pense que tous les deux, on est des personnes. Là, je parle de toi, Alan. Je pense qu'on est des Oui. personnes qui sont en recherche permanente de ce genre de sensations. Ah oui, oui, toujours. Mais bon, on pourra en reparler au cas Singapour. Parce Bien qu'aujourd'hui, sûr. tu es diplômé d'ISEN, tu es Oui, en VIE chez Thales DIS à Singapour. ça. Tu en as encore pour un an. La ville, dans ce que tu me racontes, elle est exceptionnelle. Donc Ah oui. voilà, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Et si je suis en VIE à Singapour, c'est grâce à toutes les expériences que j'ai fait avant, États-Unis, Belgique. Puisque à la fin de mon alternance, enfin un peu avant la fin, mon manager est, euh, est venu me voir et l'équipe en général est venue me voir et ils m'ont dit ce que je voulais faire plus tard. Et je leur ai dit, ma réponse c'était j'aimerais rester à Thales parce que j'adore l'entreprise, j'adore l'équipe, si possible dans l'équipe, parce que j'adore les projets qu'on a, tout ça, et le cloud, tout ça, ça m'intéresse, mais n'importe où, sauf la France. Donc ça montre bien que je voulais vraiment découvrir quelque chose, tu vois. Je leur ai dit bien sûr avec un petit plus aux États-Unis, malheureusement c'était pas possible à l'époque, mais c'est pas grave. Et au final ça s'est fait à Singapour. Donc voilà, je suis là à Singapour depuis novembre. J'y reste au minimum jusque en octobre 2023, puisque j'ai 2 ans de VIE. Après, on verra ce qui se passe, ce qu'on me propose, tout ça. Mais oui, la vie ici, donc pour moi, c'est la première fois en Asie. Même si Singapour, j'aime bien le décrire comme le New York de l'Asie, tu vois. C'est pas vraiment l'Asie. Là, je suis allé en vacances au Cambodge et en Thaïlande, enfin à Bangkok. C'est Là pour moi c'est vrai Asie, tu vois, Singapour c'est vraiment à part, c'est une plateforme tournante, hyper attractif. Là par contre tu vois c'est comme New York, tu me disais tu me demandais si Milan c'était très attractif aux entreprises, qu'il y avait beaucoup d'entreprises et tout. Moi en visite comme ça je l'ai pas beaucoup vu. Singapour ou New York, tu peux pas te tromper, hein. T'arrives là, Mmh. tu vois les buildings, tout ça, c'est vraiment hyper dynamique. Ça change, comme tu disais, toi, de ton Finistère, mais moi de Toulon. C'est vraiment, ça court dans tous les sens et tout. Moi, j'adore faire partie d'une ville, tu vois, où il y a de l'électricité autour, générée par les gens. Les gens ont tous un truc à faire, ils vont au boulot, tout ça. J'aime cette ambiance où le pays avance et t'as l'impression d'avancer et D'avancer en d'aider le même temps. pays à avancer et donc de prendre part un peu à l'innovation, tout ça. Donc ouais, c'est vraiment top. Singapour, il y a des tas d'activités, il y a des parcs incroyables, il y a des buildings incroyables, rien qu'à voir, c'est juste fou de se balader dans les quartiers. Les quartiers sont hyper diversifiés. Nous, on n'a pas vraiment ça en France, mais ici, il y a Chinatown, t'es en Chine, il y a Little India, t'es en Inde. Tu vois, tous ces quartiers-là, j'aime bien dire ça parce qu'en fait, je suis arrivé à Singapour en VIE. Donc en VIE, on parlera peut-être du VIE spécifiquement, mais c'est un type de contrat spécifique où tu es rattaché un peu à la France, donc je suis payé par la France. Et la société, donc moi Thales, m'a payé 2 semaines de, euh, d'hôtel. Et j'étais dans un quartier à l'est de Singapour. Et donc bon, j'ai fait mes 2 semaines. Il s'est avéré que si je peux déborder un peu là-dessus, ça a été assez compliqué pour moi de trouver un logement parce que je travaillais tout ça, donc j'ai dû prendre un agent immobilier. Euh, donc j'ai pas réussi à trouver en 2 semaines, donc Thales m'a gentiment payé une troisième semaine
et j'ai trouvé en quelques jours grâce à l'agent immobilier. Et en fait, entre-temps, j'ai changé d'hôtel parce qu'au bout des 2 semaines, l'hôtel était plein, donc j'étais obligé de changer d'hôtel. Donc j'ai vécu encore une semaine dans un hôtel et après j'ai déménagé dans mon appartement. Et en fait, j'aime bien dire que les 2 hôtels que j'ai fait plus mon appartement, donc j'ai fait 3 quartiers, j'ai vécu un peu 2 semaines dans un quartier, une semaine dans l'un et là plusieurs mois dans celui-là. Bah en fait, quand j'y repense, j'ai l'impression que j'ai fait plusieurs pays, tu vois. C'est tellement différent les quartiers, l'ambiance, comment c'est, qu'en fait, dans la même ville, tu voyages. Et moi, j'ai clairement l'impression d'avoir voyagé, alors qu'en fait, c'est la même ville et que Singapour, c'est pas immense. Mais ouais, les quartiers sont tellement typiques et ont tellement cette signature, une ambiance particulière que ouais, c'est très appréciable parce que quand tu te balades dans la ville, tu t'ennuies jamais, tu changes d'environnement, tu vois plein de choses. Il y a plein d'activités, comme j'ai dit, il y a le euh, Garden by the Bay, c'est un grand parc où là, tu as des gros dômes, tu as un dôme avec une cascade et un dôme avec des arbres un peu du monde entier. Il y a des expositions florales dedans. Il y en a 8 par an qui changent. Là, j'y suis allé hier d'ailleurs et c'était sur les roses. Et le thème, c'était un peu l'Italie et tout. Donc, ils avaient refait, tu vois, comme les décors de cinéma, un peu des ruines italiennes, tout ça. Il y avait une petite fontaine, des chérubins, des statues de chérubins. Donc ça faisait vraiment ambiance italienne, tu vois. Ils sont Ouais. très forts pour tout ça. Avant, c'était les cerisiers du Japon. Donc là, pareil, t'étais au Japon. Ils avaient, euh, ils avaient refait des habitations typiques du Japon. Donc vraiment, à chaque fois, c'est des paysans. Donc il y a plein d'activités. Il y a Universal Studios. J'y suis pas encore allé, mais il faut que j'y aille. Bref, il y a plein de choses à faire à Singapour. Je m'éclate. Non, mais c'est encore une fois passionnant ce que tu racontes. On sent Merci. que, bah, d'après ce que tu dis, on sent que Singapour, c'est un monde dans une ville, au final. C'est ça. Exactement. Et tu es quelqu'un qui se nourrit de ça. Ouais. Et on sent que tous les jours, tu découvres de nouvelles choses. Et ça, en plus, ça t'a amené à partir en voyage à Bangkok, en Thaïlande, et au Cambodge. Je ne citerai pas Ouais. la capitale parce que j'ai du mal à le dire. Phnom Penh? Phnom Penh, ouais. Je suis pas Et sûr de non, bien le bah, dire, hein, mais mais oui, non, on sent, c'est vraiment intéressant ce que tu racontes. et Et d'ailleurs, quand tu dis que je me nourris, c'est au sens propre comme figuré, hein, parce que la nourriture ici est incroyable. Et il y a vraiment, en fait, Singapour, c'est un melting pot de plein de gens différents. Donc, il y a de la nourriture indienne, thaï, cambodgienne, chinoise, japonaise, coréenne, européenne, italienne. Donc vraiment, pareil, niveau nourriture, tu trouves tout ce que tu veux. C'est formidable, hein. ok. Donc peut-être quelques questions sur bah, le logement. Tu en as parlé. C'est quand même assez Oui. cher à Alors oui, Singapour de se loger. c'est, Et oui. je finirai là-dessus. Si on peut conseiller demain ou à ceux qui nous écoutent de partir à Singapour, des Français qui souhaitent s'expatrier à Singapour, est-ce que tu aurais des conseils, des groupes Facebook, des personnes à contacter, des entreprises qui marchent, même pourquoi pas faire un VIE? Voilà, je sais que tu as peut-être des amis français qui sont dans des entreprises qui recrutent des Français. Si on peut en citer si on peut citer quelques noms d'entreprises, ce serait top. Ouais, tout à fait. Donc du coup, pour commencer avec la première question, parce que là, j'ai plein de questions à répondre, je sais plus par quoi commencer. Mais oui, pour commencer avec la première, euh, je dis, la question c'était quoi déjà? Tu peux me répéter la première question que tu voulais? Ouais, bah, on va commencer par, si tu veux, sur les conseils que tu aurais pour des Ok, Français. les conseils. Ben, en fait, les conseils, Mais oui. c'était Alors pour les déjà, logements, là. Vas-y, le logement. les logements. Oui, je Mais vas-y, commence fais par comme ce tu veux, que. fais comme tu veux. Eh ben, le logement. Le logement, oui, c'est assez cher. Je dirais assez dur à trouver. Alors, dur à trouver parce que le marché est hyper tendu. Et oui, c'est très cher. Moi, je paye 1800 euros de loyer par mois et j'ai un 30 mètres carrés. Je suis plutôt dans le centre. Après, j'ai envie de dire que là, il y a aussi eu une hausse des prix des logements. Donc, moi, j'ai signé pour un bail de 2 ans, donc ça bloque le prix pour 2 ans. Donc, ça, c'est bien. Mais je sais qu'il y a eu des histoires où, quand c'est tombé la renégociation, certains propriétaires demandaient une hausse de 60% du loyer. Donc Mm. là, c'est vraiment tendu.
et les prix montent et montent. Donc il faut savoir qu'avec Business France, un VIE, moi je trouve qu'on a largement de quoi vivre. Et ben regarde la preuve, je suis parti en vacances. Donc on peut faire des économies. On vit plutôt bien à Singapour avec l'argent qu'on a. Alors le niveau de vie, tu m'as pas posé la question, mais c'est un peu relié à tout ça. Donc les logements sont bien plus chers. La nourriture, je dirais que c'est un peu comme la France pour faire les courses. Les restaurants, ça dépend. Il y a des restaurants, il y a toute gamme de restaurants. Disons voir que ce qu'on n'a pas nous en France, c'est les food courts. Donc ça va être un endroit où va y avoir plusieurs personnes qui font de la cuisine. Donc dans un espèce de grand, de grand endroit dans la rue. Donc c'est pas des cuisines de rue comme on peut trouver à Bangkok ou quoi, où là c'est vraiment sur la rue. Non, là c'est aggloméré dans un centre commercial ou dans un endroit. Et là, ça va être vraiment pas cher parce qu'il y aura pas de taxe de service et pas de taxe, pas de TVA si tu veux. Et donc Ok. du coup là, ça sera vraiment pas cher et on se régale. Après, il y a certains restaurants qui sont aussi pas très chers, donc tu peux manger pour 7 euros un plat, je sais pas, du riz avec du poulet au citron par exemple. Donc voilà. Après, forcément, il y a des restos plus chers, c'est Singapour aussi, hein, donc il y a des restos étoilés qui vont être très très chers. Mais je dirais que on a peut-être plus de choix de restos pas chers euh, à Singapour qu'en France. Et pour Ok. te dire une idée, un McDo, ça va être ouais, 7-8 euros un menu avec une glace, tu vois. Ok. Donc Bon, en France, je dirais que c'est un peu pareil, non? Si on parle. Bon, après, c'est pas on un va peu pas plus prendre forcément cher, l'exemple du ouais. McDo. Mais non, mais c'est juste un exemple Mais comme ouais, ça parce que façon de le parler. McDo, je sais que c'est un peu l'unité de comparaison dans tous les pays. Ouais. Mais voilà, donc en tout cas, ce que me donne Business France, moi je trouve que c'est Te largement permet de suffisant. vivre. Ah ouais, même pour faire des économies. Ok. Bah donc maintenant peut-être des conseils sur Oui, des conseils. des groupes, des personnes peut-être, Alors, oui, des entreprises. déjà, conseil en règle générale, si vous voulez venir à Singapour, moi je conseillerais le VIE, puisque quand même, on est encadré, et ça permet pendant 1 an ou 2 ans, selon votre contrat, voire même 6 mois, puisque c'est de 6 mois à 24 mois, un contrat de VIE, ça peut vous permettre de découvrir la ville, voir si ça vous plaît ou pas, et après voir si vous voulez rester en contrat local. Ok, Ça peut être bien. Sachant que VIE, ce qui est bien, c'est que on a tout ce qui est sécurité sociale française et tout, donc on est hyper bien couvert, tout ça. Donc ça enlève un peu, on n'est pas imposable, donc ce qu'on touche c'est du net. Donc tout ça, c'est quand même beaucoup d'avantages où pour découvrir un pays, c'est hyper pratique. Après, donc si vous voulez venir à Singapour trouver un VIE, il y a le site de Business France où il y a tous les VIE répertoriés dans le monde. Donc je pense que c'est la première chose où vous devriez aller pour essayer de trouver. Ensuite, il ne faut pas oublier que dans 80% des cas, c'est un peu une statistique tirée de mon chapeau, hein, mais dans la majorité des cas, un VIE remplace un VIE. C'est-à-dire que vous pouvez aussi chercher sur LinkedIn des VIE qui sont à Singapour pour essayer de prendre contact avec eux, voir si leur contrat va bientôt se terminer, si l'entreprise recherche quelqu'un d'autre, tout ça. Donc ça peut amener des contacts. Vous pouvez aussi, il y a des groupes aussi. Il y a un groupe qui s'appelle Singafrog. C'est le groupe des Français à Singapour, où lui, il est très dynamique. Il y a beaucoup de gens. Je crois qu'il y a euh, des milliers de personnes, j'ai pas le chiffre en tête donc je vais pas le dire, mais des milliers de personnes, c'est très dynamique. Donc vous pouvez aussi juste demander à rejoindre le groupe et faire un message, bonjour, je cherche un VIE ou un contrat local à partir de telle date dans tel secteur, ou même poser une question sur Singapour si vous en avez. Donc voilà, tout ça, ça peut être intéressant. Pour les entreprises, il y a Thales DIS, moi j'y suis. Il y a aussi ST Microelectronics et Orange. Donc ça, c'est mes amis qui sont à Singapour, qui étaient en VIE et il y en a qui sont en contrat local maintenant. Donc voilà, il y a beaucoup d'entreprises. Généralement, les grandes entreprises françaises qui sont à l'étranger, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui ont une branche à Singapour. Donc voilà un peu les différentes méthodes que vous pouvez avoir. ok. Je peux peut-être citer TikTok ou Decathlon. Oui, 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 tout à fait. Il y a Decathlon et TikTok. D'ailleurs, le VIE que j'ai remplacé à Singapour est maintenant travaille chez TikTok. Ok.
Ok, bah merci Alan pour ces conseils Avec sur, plaisir. sur Singapour. Bah, je pense que on a fait le tour. Alors peut-être, enfin, je sais pas si tu as des questions ou des choses ou une dernière chose à dire. Peut-être sur Tiens, l'importance de partir à l'étranger. Peut-être un dernier conseil. oui, Voilà, ben je te si on, laisse conclure. voilà, si t'as plus Je t'écoute. de questions, je vais finir par ma vision des choses, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Et je vais parler aux jeunes qui nous écoutent ou aux gens qui veulent partir à l'étranger. Je pense que la première étape, c'est de vaincre sa peur de l'inconnu. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, sortir de sa zone de confort, ça c'est primordial, je pense, pour avancer dans la vie, pour découvrir plein de choses, avoir plein d'aventures et pas rester dans ben, à sa zone de confort où là on va être pour moi bloqué pour évoluer ou en tout cas s'ouvrir l'esprit, tout ça. Donc ouais, essayez des choses, n'ayez pas peur, prenez les opportunités qui viennent. Par exemple, je sais que moi, au début, quand je voulais faire Erasmus, on m'avait parlé de la Roumanie. Je sais que beaucoup de mes collègues avaient dit non mais je vais pas aller en Roumanie, c'est un pays pauvre et tout, il y a rien à faire. En Belgique, j'ai rencontré deux amies roumaines, deux personnes roumaines qui sont juste fantastiques. On a échangé des messages. Elles m'ont parlé un peu de leur ville, tout ça. En fait, il y a plein de choses à faire en Roumanie. Donc en fait, même les pays où on peut avoir des a priori, donc ce serait ça le conseil, n'ayez pas d'a priori, soyez ouverts d'esprit, tentez les choses. Dans tous les cas, ça va résulter en une aventure qui, j'en suis sûr, sera formidable. Bah, merci Alan, ça a été un plaisir Merci à toi, de Brice. t'écouter. Il s'est encore passé de la magie, j'en suis sûr, sur, J'espère. sur, sur ce podcast. Donc franchement, merci à toi Alan d'avoir pris le temps de partager toutes tes expériences. Et puis Avec en route pour plaisir. l'aventure What a Job, hein. Si jamais Ben, on peut aider bien d'autres sûr. étudiants Bien à faire sûr. comme nous, c'est avec plaisir. Et voilà, si les gens ont des questions sur mon parcours, sur Singapour, ont besoin d'aide ou de conseils ou veulent juste parler, eh ben, ils peuvent me joindre sur LinkedIn, Alan Dué ou tout autre moyen de communication. Parfait. Bah, je te souhaite une bonne soirée Alan. Je pense Oui, que eh ben merci. on Bonne en fin retrouvera à d'après-midi à Singapour. toi. Merci Alan. Allez, salut, Merci. Au revoir. ciao.